Si on fait quelque chose qu'on aime, les difficultés, la nécessité d'être plus créatif, plus précis, plus rigoureux, ben on est content. Tandis que si on n'aime pas, et souvent les gens sont découragés, n'avancent pas, sont pris à repousser sans arrêt le projet, et c'est tout bête, c'est juste qu'ils sont plus en contact avec le fait que ils font ça par amour, ils sont coupés de l'amour qui les habitait. Puis comme personne dit ça, tout le monde dit ah non mais l'amour c'est un truc sentimental. Si on parle de boulot, mettons l'amour de côté, soyons logiques et rationnels. Et là, du coup, on n'est pas humain, parce qu'un être humain, il a besoin de sa tête, de son cœur, de son corps. Et donc l'amour, c'est pour ça que ça donne des ailes. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais avec Alexandre Dana sur le travail. Et aujourd'hui, bonjour Alexandre, nous allons parler du vrai secret qui permet de réaliser ses projets. Quel est ce qu'on ne dit jamais qui permet à un entrepreneur de se réaliser? Exactement, Fabrice. Parce qu'il y a un malentendu. Il y a un immense malentendu. Tu ne cesses de constater dans ton travail auprès de dizaines, de centaines, de milliers d'entrepreneurs. Oui, ce malentendu, c'est l'idée que pour qu'un projet fonctionne, pour qu'il réussisse, il doit reposer sur une innovation technologique, sur quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et donc j'entends plein de personnes qui se censurent, qui n'osent pas se lancer en disant « Pourquoi est-ce que je créerais un nouveau restaurant? Il y en a déjà des milliers de restaurants. Pourquoi est-ce que je me lancerais en tant que graphiste, en tant que thérapeute? Ça existe déjà. C'est pas nouveau, c'est pas neuf. » Et c'est terrible de penser comme ça. Parce que le vrai sujet, c'est pas de faire quelque chose de radicalement nouveau, c'est d'y mettre de l'amour. Et les entreprises qui mettent de l'amour dans ce qu'elles font, elles sont malheureusement très peu nombreuses. Et en conversant avec toi, j'ai mieux compris pourquoi ces entreprises étaient peu nombreuses, j'ai mieux compris la complexité de l'amour, et c'est ce sur quoi j'ai envie de t'interroger aujourd'hui. C'est quoi l'amour au travail, Fabrice? Alors j'étais très, je dois dire, déconcerté quand tu as commencé à m'interroger il y a quelques années qu'on avait fait un numéro spécial de ta revue pour les entrepreneurs sur l'amour et que c'était un numéro que tu m'as dit qui a eu beaucoup d'écho auprès des entrepreneurs. Moi je pensais, mais alors vraiment, je ne voyais pas trop le lien. Donc, parce que, et donc c'est vraiment, ça m'a moi-même déconcerté, mais c'est vrai que si je vais manger dans un restaurant et que je sens que le cuisinier fait son travail avec amour, que je suis reçu et que je sens que la personne fait son travail avec amour, ça change tout. Mais l'obstacle majeur, c'est que sur le mot de l'amour, on a d'immenses mécompréhensions. L'amour est pour nous réduite à la sphère amoureuse et est entièrement pris dans la dimension un peu romantique. Voilà, donc on pense l'amour, les violons, Hollywood, l'amour pour toujours, et la plage dorée, etc. Et on ne voit pas assez que l'amour, c'est ce qui nous meut au quotidien. Que l'amour, c'est vraiment que si on ne fait pas les choses par amour, on va les faire par quoi? Par obligation, par routine, par devoir, et c'est pas vivant. Donc faire par amour, c'est pas du tout quelque chose de sentimental. Il faut vraiment essayer d'arriver à faire entendre que l'amour, c'est pas sentimental, c'est juste que c'est vivant, on y met son cœur, on s'y engage entièrement, et c'est ça qui fait que ça peut tout changer. Mais c'est un vrai problème, puisque tu es venu me rencontrer, tu avais entendu le discours que je tiens depuis longtemps, que c'est tabou aujourd'hui, mais si un prof ne fait pas son travail par amour, si un médecin ne fait pas son travail par amour, mais aujourd'hui c'est presque tabou. Si un prof dit « Ah, je fais mon travail par amour », on va dire « Mais c'est bizarre », parce qu'on est prisonnier de cette sorte de neutralité objective. On a vraiment été emprisonné dans cette neutralité objective. Il faudrait être neutre, il faudrait disparaître derrière sa fonction. Il y a quelques années, j'avais travaillé avec plusieurs psychiatres et psychanalystes qui m'interrogeaient sur ces questions et qui reconnaissaient qu'ils s'étaient trompés pendant des années, que cette neutralité, soi-disant la neutralité, était un leurre et que c'était plus du tout juste de notre temps. Alors évidemment, il faut réussir à entendre qu'il faut sortir de cette neutralité objective. Je n'ai pas envie d'un médecin qui soit complètement neutre. J'ai besoin d'un médecin qui ait qui fasse son métier par amour et qui a un rapport réel avec moi. C'est ça qui va permettre ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Mais
mais comprendre que cette dimension, elle n'est pas étouffante, romantique. C'est ça qu'il faut réussir à entendre et qui est vraiment mais lumineux. Et, au fond, aimer son travail, c'est que ça nous concerne, ça nous fait plaisir de le faire, on a envie d'y mettre notre cœur, on a envie... Donc, qu'est-ce que ça veut dire mettre son cœur dans son travail? Ça veut dire que ça nous concerne dans notre existence. Au fond, quand on parle d'amour, on veut dire juste que ça nous concerne dans notre existence. Si je suis un médecin et que je fais ça avec amour, ça veut dire que ça me concerne, ça me touche. C'est-à-dire c'est l'entièreté de mon être. C'est juste une manière de parler d'amour, pas du tout un truc sentimental, que je sens... non, juste, ça m'engage de tout mon être. Et quand je fais ça sans amour, ça veut dire que je fais ça qu'à distance, qu'avec une toute petite partie de mon être, avec peut-être un peu mon cerveau, en représentation, que je ne suis pas vraiment là. Il faut dire aimer, ça veut dire être vraiment là. Et l'amour crée une relation. Ça, c'est absolument central. Donc l'amour crée la joie et l'amour crée la relation. Et sans joie et sans relation, on ne peut pas s'accomplir dans son travail. On ne peut absolument pas lancer un projet et le faire connaître. Non. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes formes d'amour chez les Grecs? Tu en parlais justement dans cette interview pour le magazine Odyssée. Ça m'a beaucoup parlé. Alors, oui, parce que les Grecs distinguent plein de formes d'amour différentes qui ont toute leur justesse. Alors, Platon nomme l'amour Eros, parce que pour Platon, l'amour, c'est être mu de tout mon être vers quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, aimer, si je suis cuisinier, c'est que ça me fait vibrer. J'ai envie d'aller là-dedans. Plus j'ai l'impression que plus j'avance dans mon travail, plus j'adviens à moi-même. Donc c'est vraiment l'amour comme ce qui me pousse en avant. Voilà. Alors là, moi, j'ai vraiment... Par exemple, moi, j'ai ça avec la philosophie. Je prends un nouveau livre de philosophie, je le lis, j'apprends. J'ai vraiment l'impression, waouh, ça me manquait, j'étais plus vraiment vivant. Et en faisant de la philosophie, je suis un peu plus vivant. Donc ça, c'est une manière. Un médecin, plus j'apprends la médecine, plus j'aide mes patients, plus je me sens vivant. Donc ça, c'est la première chose qui est très très importante. Ça, c'est la manière de Platon. C'est pas que les Grecs ont plusieurs manières de nommer, mais les philosophes voient chacun une partie du phénomène. Et Aristote, alors, l'appelle pas du tout l'amour Eros, mais philia, ce qui a donné philanthropie. Et c'est que la chose m'est chère. C'est vraiment, on pourrait dire amitié, mais plutôt amicalité. Et donc, c'est vraiment là, c'est vraiment presque la dimension, pour Aristote, c'est presque la dimension sociale. Je suis en lien profond et ça m'est cher. Ça me tient à cœur. Et donc là, si on prend le cuisinier, la philia, c'est vraiment créer des liens. C'est vraiment créer une communauté, créer un monde. Que quand on entre dans son restaurant, il y a quelque chose qui irradie, qui manifeste une unité, où on peut venir, créer des liens avec les producteurs, créer un lien avec les gens autour de soi. Et donc, c'est aussi une autre forme d'amour. Vous voyez, elle n'est pas du tout contradictoire. Oui, elles sont complémentaires, ces différentes formes d'amour dans le travail, Absolument. dans nos projets. Et c'est très important de cultiver ces dimensions. Et après, il y a la dimension chrétienne de l'amour, comme charité, et là, comme agapé. Et c'est très important de comprendre que, parce qu'il y a une mécompréhension qui est partout, que Eros serait purement sexuel, Philia serait juste le cœur, et puis qu'il y aurait l'amour surnaturel. Mais ça, c'est complètement idiot, puisque pour chaque philosophe, il y a une unité profonde. Donc, pour Platon, tout Eros, c'est la clé. Pour Aristote, Philia, c'est la clé. Pour les chrétiens, ça va être agapé, et là, c'est l'amour comme don. On pourrait dire, ça a à voir avec la compassion. Et c'est aussi une modalité d'amour qui est très belle. Le médecin peut agir par don, le cuisinier donner son temps, donner pour que les gens soient heureux. Et on voit qu'elle ne s'exclut pas du tout. Et il n'y en a pas une qui est inférieure à l'autre. Et moi, dans ma vie, pour être heureux, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'aimer, c'est réussir son projet, mais aimer, c'est être heureux. Parce qu'on peut réussir son projet et être très malheureux, et sentir que ça ne nous plaît pas, qu'on est malheureux. Il y a plein de gens qui réussissent et qui sont très malheureux. Tandis que quand on fait ce qu'on fait, et qu'on découvre une ou ces trois dimensions d'amour, alors on est vraiment heureux, on s'épanouit, on s'accomplit, on est vraiment... Mais on advient à soi-même, on est libéré, on est comblé, et c'est ça
qui change absolument tout. Et ça, c'est crucial. En t'écoutant, je pense évidemment à l'histoire d'une entreprise comme Patagonia, où chez le fondateur Yvon Chouinard, on retrouve ces différentes formes d'amour que tu viens de décrire. L'Héros, à la base, il avait une passion pour l'alpinisme, il adorait grimper, et donc il a voulu créer son propre matériel d'équipement. Ça lui permettait d'aller plus loin dans son désir. Mais il y a aussi l'amour pour les clients, pour les personnes que sert Patagonia, d'avoir des vêtements durables qui tiennent dans le temps. Et puis il y a peut-être l'agapé, la vision de l'entreprise qui aujourd'hui a décidé de rétrocéder ses bénéfices à une fondation pour la planète. Voilà, c'est ça. C'est beau de voir des entrepreneurs qui incarnent toutes ces formes d'amour. Et on est beaucoup plus heureux. On a des ailes et d'un seul coup, pouf, ça enlève la pression. Alors, ce qui peut peut-être faire peur à certains, c'est le rapport trouble entre amour et précision. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on est dans l'amour, il n'y a plus de précision. Oui. C'est parce que c'est ça. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est l'amour ou la loi, l'amour ou la règle. Et si j'aime, par exemple, si je t'aime, alors je te passe tout et j'ai pas le droit de te dire quelque chose. Sinon, ça veut dire que je t'aime pas. Là, c'est complètement d'une niaiserie totale. L'amour, au contraire, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est le contraire. La vérité de l'amour nous permet d'entrer dans la précision. C'est-à-dire, si je suis cuisinier et j'aime mon métier, alors ça va me passionner d'être toujours plus précis, d'apprendre davantage, de me questionner, d'aller plus loin. Si je me coupe de ce désir d'amour, de ce que j'ai envie de faire, de ces talents, alors tout va me devenir fastidieux. C'est vraiment paradoxal. Quand j'aime, la difficulté, le besoin de précision, parce qu'au fond, dans n'importe quel métier, dans n'importe quel projet, il y a un moment, il faut être toujours plus précis pour aller au bout. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se contenter d'une première impression, il faut vraiment aller au bout. Et la seule manière que ce ne soit pas fastidieux, que ce ne soit pas écrasant, c'est de le faire parce qu'on aime ça. Et quand on aime ça, alors on s'en fout que c'est difficile, on est content. On est content, et tout le monde le sait. Si les gens aiment faire une randonnée, ils ne disent pas « Ah ben là, c'est trop long ». Comme ils aiment ça, ils sont contents qu'il y a plus de difficultés, ils sont heureux. Donc on voit très bien que si je te dis qu'est-ce que tu aimes faire de la randonnée ou t'aimes nager, ben, si tu fais un truc que tu aimes, la difficulté, tu es heureux, qu'elle soit là. Et ben, dans nos projets, c'est la même chose. Si on fait quelque chose qu'on aime, les difficultés, la nécessité d'être plus créatif, plus précis, plus rigoureux, ben, on est content. Tandis que si on n'aime pas... Et souvent, les gens sont découragés, n'avancent pas, sont pris à repousser sans arrêt le projet. Et c'est tout bête. C'est pas du tout parce qu'ils sont incompétents, ils ne sont pas assez ceci. C'est juste qu'ils ne sont plus en contact avec le fait qu'ils font ça par amour. Ils sont coupés de l'amour qui les habitait. Puis comme personne ne dit ça, tout le monde dit « Non, mais l'amour, c'est un truc sentimental. Dans l'affaire, si on parle de boulot, mettons l'amour de côté. Soyons logiques et rationnels. » Et là, du coup... on n'est pas humain, parce qu'un être humain, il a besoin de sa tête, de son cœur, de son corps. Il a besoin de... Et donc l'amour, c'est pour ça que ça donne des ailes. Tu viens d'expliquer, de me faire comprendre très clairement pourquoi j'ai continué sur mon projet durant des premières années catastrophiques économiquement. Ça ne marchait pas. Je suis même retourné habiter chez ma maman à 29 ans parce que je ne pouvais pas payer mon loyer. Mais j'étais amoureux de ce que je faisais. Et je le suis toujours, mais j'avais cet amour pour l'enseignement, la formation, la pédagogie. Et donc, effectivement, les difficultés... C'est pas gênant. Et on finit par les dépasser par amour. Et l'amour rend intelligent. C'est aussi très important de dire ça. Oui. Parce que dans notre monde, l'amour rend bête. Les gens pensent ça. L'amour rend idiot. Alors là, c'est un truc vraiment... Là, c'est vraiment terrible comme malentendu. Que l'amour rendrait idiot. Au contraire, l'amour rend intelligent. C'est Proust qui a cette très belle image. Il parle de celui qui aime écouter les oiseaux. C'est par l'amour qu'il a d'écouter les oiseaux qu'il va apprendre à pouvoir distinguer tel oiseau de tel oiseau. Donc c'est l'amour qui permet la connaissance et permet l'intelligence. Et donc, mais ça, il faut vraiment lever ce mythe que partout tout le monde raconte, que l'amour est idiot, que l'amour rend idiot. Que l'amour rend aveugle. Que l'amour rend aveugle. Ah, mais c'est pas du tout vrai. L'amour rend intelligent. Si j'aime pas, je peux pas voir, je peux pas comprendre. Je peux pas. Et là, Proust a raison. Et comme tu le dis aussi, quel que soit le succès économique du projet, si je n'ai plus d'amour, je m'expose
à de graves difficultés. Ce que j'ai vécu d'ailleurs Découragement, burn-out, lors de mon premier épuisement. burn-out, tout à fait. C'est ça, quand on n'a pas d'amour, on perd la flamme et d'un seul coup on s'instrumentalise, c'est lourd, c'est triste, la vie devient comme du carton-pâte. Alors peut-être une autre conception erronée, c'est que l'amour dans son travail, dans son projet, serait quelque chose qu'on ressent tous les jours, pleinement, sans jamais s'ennuyer. Alors ça, c'est un truc dont je parle souvent, c'est un point, pardon, dont je parle souvent, quand je parle déjà du couple, faisons un pas de côté. Mais je dis, la pire chose qui arrive en ce moment dans les relations amoureuses, c'est les gens croient qu'il faut qu'ils soient avec quelqu'un s'ils ils sentent tout le temps l'amour. C'est pas possible. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est plus qu'un sentiment. C'est une ouverture, c'est un contexte, c'est une relation. Donc mes enfants, je les aime, même si des fois, ils me cassent les pieds et ils m'énervent. Et mon conjoint, ma conjointe, je l'aime, même si je ne le sens pas toujours. Les gens qui disent je l'ai quitté parce que je ne sens plus rien, mais c'est beaucoup trop pauvre, parce que ce qu'on sent, des fois je ne sens pas parce que je suis bloqué, des fois je ne sens pas parce que j'ai peur, des fois... Donc il faut absolument réussir à entendre que l'amour ne se limite pas aux sentiments. Mais ça c'est très difficile à accepter, parce que c'est vraiment l'idéologie de notre temps. L'amour est réduit aux sentiments, ce qui est très étrange, parce que Dante, qui n'était pas... le grand poète Dante, qui n'était pas du tout un mystique chaman, disait « L'amour est ce qui meut le ciel et les autres étoiles ». C'était juste la pensée, il témoigne là de la grande pensée de la Renaissance, qui est la grande pensée de l'Occident, que l'amour c'est ce qui meut le monde. Et pas du tout, aujourd'hui on a l'impression, là, oulala, il est dans le... Ça c'est du développement personnel ésotérique barré. Non, c'est vraiment ce qui a constitué le socle même de l'Occident. Et ça, donc, ça veut dire que j'aime mon métier, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis découragé. Mais l'amour, c'est la dimension plus grande. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des moments où j'en ai marre, il y a des moments où j'en peux plus, mais l'amour me meut, je peux revenir à le sentir, je peux revenir à le cultiver, mais je ne suis pas limité à ce que j'en éprouve moment après moment. C'est quelque chose c'est presque un pacte que j'ai. C'est-à-dire, j'aime mon enfant, c'est comme j'ai un pacte avec mon enfant. Je l'aime inconditionnellement, ça ne m'empêche pas qu'à des moments je ne le sens plus. Des moments je dis, ouh là là, si j'étais tranquille, ça serait quand même vraiment bien. Et il me casse les pieds, et c'est bien de sentir ça, c'est très, très important. Moi, il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis dans les années 70. Ils avaient filmé les mères qui se réveillent par leur enfant. Quand on voyait la vidéo, on voyait la mère plein d'amour qui va vers son enfant. Quand on ralentissait, on voyait qu'il y a des moments de haine. Elle n'avait pas envie de se lever. Et les gens étaient horrifiés qu'on montre ça. Mais non, c'est la vie. Toutes les émotions nous traversent l'esprit. Ça ne veut pas dire que la mère, elle n'aime pas son enfant. À un moment, il y a un microseconde, elle dit « Merde, je préférerais dormir, il m'énerve ». Mais l'amour est plus grand que cette micro-émotion. Et c'est ça qui compte. Et aujourd'hui, les gens sont complètement aveuglés par ce qu'ils sentent. Donc ils sont enfermés dans ce que j'appelle le vécu du moi, moi-même et encore moi. Je sens ça, donc ça veut dire que, je sens ça, ça veut dire que... Mais même avec nos amis, il y a des moments où on peut être tendu, irrité, mais il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on sent. C'est très très important. Et donc pour son travail, c'est tellement libérateur de comprendre, oui, il y a des moments, il y a des passages à vide, il y a des moments où ça nous ennuie, il y a des moments, voilà, on s'ennuie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus notre travail. Et à mon niveau, je vois trop souvent des personnes qui veulent lancer un projet, qui veulent entreprendre et qui n'y vont pas parce qu'ils sont bloqués par ce fantasme de trouver une idée qui va les animer, les passionner tous les jours. Et donc, ils ont une approche très rationnelle, trop rationnelle, où ils vont faire des listes d'idées, ils vont prendre ces magazines, tu sais, où il y a le top 50 des projets à lancer, le top 100 des bonnes idées, et puis ils vont essayer d'analyser, de compter, de comptabiliser, en se disant là, ça va marcher pour moi, ça va me plaire pendant 3 mois ou pendant 1 an. Alors que ce que tu nous proposes, c'est de se laisser envahir plutôt par un flux Oui, d'amour. et puis partir à l'aventure de ce qui nous habite. Et là, le problème là, de ce que tu décris, c'est que je veux trouver ce qui m'anime et ce qui m'habite de l'extérieur. Au fond, le problème de réduire l'amour au sentiment, c'est que c'est très superficiel. Le sentiment, il n'y a rien de plus superficiel. Parce que je te dis que tu es génial, tu vas te sentir bien, je te dis que tu es un connard, tu vas être malheureux, c'est complètement superficiel. Mais la profondeur d'un lien, il est bien au-delà de ça.
des irritations et tout ça. Il y a quelque chose qui commence à lier deux êtres, à lier soi et son projet, et qui a une beaucoup plus grande profondeur. Et si on veut trouver cette profondeur, qui est la seule possibilité de réussir, d'avoir du courage, il faut se libérer de juste ce sentiment évanescent, superficiel, qui nous égare et qui nous fait manquer le sens véritable de l'amour. Et je me permets d'ailleurs une mini digression. Tu sais que ces dernières années, il y a toute cette mode autour des slashers. On a inventé ce terme décrivant des personnes qui passent d'un projet à l'autre en permanence. Je slash, littéralement je coupe. Et c'est un mouvement sur lequel j'ai toujours eu beaucoup de réticence, que je n'ai jamais encouragé dans mes formations, essayant beaucoup plus de montrer en exemple des entrepreneurs passionnés par le même sujet depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, des boulangers, des restaurateurs, des artisans. Et aujourd'hui, on se rend compte, après plusieurs années de recul, que les personnes qui se sont définies comme slasheurs, qui ont constamment changé, sont dans un profond malheur, sont complètement ballottées, n'ont jamais vraiment trouvé ce qui les animait. Bah oui, parce qu'après, il y a aussi ce qui est crucial, le fait d'avoir le bonheur de voir un projet se développer, se nourrir et se déployer. Parce que ce qui fait le bonheur d'être entrepreneur, c'est qu'on a une graine d'idée, elle se déploie, on voit les fruits, on voit que ça devient réel, ça rentre dans le réel et ça se déploie. Donc si on est juste slasher et on n'a pas cet amour, bah, c'est très frustrant. Parce que ce qui est vraiment le paradoxe, c'est je suis tenu par quelque chose, je travaille, ça se déploie, ben en se déployant, ça me nourrit aussi. Ça me fait advenir à moi-même. Il y a toujours un dialogue entre moi et le réel. Donc plus je fais quelque chose dans le réel, plus je suis content. L'amour pour mon enfant est aussi nourri de le voir grandir, se déployer, qui renforce l'amour que j'ai pour lui. Et c'est ça, il y a un cercle vertueux qui se situe là. Et si on ne peut pas donner droit à un projet dans son déploiement, on se prive de ce cercle vertueux qui nous nourrit. Et alors, pour rentrer dans ce cercle vertueux et pour créer cette relation d'amour avec son travail, tu as développé un outil, les 5 portes, qui est très précieux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, peut-être pour les personnes qui voient cette vidéo et qui n'ont pas lu le livre Les 5 portes, qui ne t'ont pas déjà entendu sur ce sujet? Donc moi, j'ai fondé, il y a quelques années, un programme autour des 5 portes pour connaître ce qui nous habite, pour nous aider à rencontrer ce qu'on aime. Parce que pour savoir ce qu'on aime, rentrer dans l'amour, des fois on est perdu, c'est un peu abstrait. Donc là, c'est vraiment une méthode pour savoir, avec plein de questionnaires, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui m'habite, et est-ce que c'est le fait de voir clair qui m'habite, qui me permet de me déployer, ou d'être en paix, ou de créer du lien, ou d'agir, ou d'être dans un sens de plénitude, pour comme ça creuser cette dimension d'amour et pouvoir m'engager. Et puis, sans s'enfermer dans une case. Voilà. Et puis le point, c'est que tu avais lu ça et tu voyais à quel point ça pouvait être appliqué aux entrepreneurs. Tu as beaucoup travaillé toi-même à présenter cette méthode à plein d'entrepreneurs. Tu as vu comment ça les aidait. Et on peut dire que ça a fait développer et croître mon approche dans un cours que nous avons fait tous les deux, où tu arrives à faire le lien entre les intuitions que j'ai eues, ce savoir que j'ai eu, et le terrain, puisque on peut rappeler, tu as formé des dizaines de milliers d'entrepreneurs à trouver leur voie et à réussir. Et donc, le travail qu'on a fait ensemble permet de mettre en avant, disons, ces intuitions, ce travail que j'ai pu faire, et le terrain pratico-pratique, et montrer comment cette approche des 5 portes, c'est-à-dire se rencontrer, découvrir ce qui nous meut, c'est la clé, c'est le secret pour être un entrepreneur qui réussit et être un entrepreneur heureux. Et maintenant, il y a plein de gens qui ont fait cette formation, et là, tu peux en témoigner, que c'est vraiment quelque chose qui les transforme complètement. Oui, en fait, l'idée derrière cette formation était, bien sûr que pour réussir dans mon travail, j'ai besoin d'acquérir des compétences. Donc, moi, pendant longtemps, je me suis concentré là-dessus. J'ai créé des formations permettant à des personnes qui lancent leur projet d'apprendre à compter, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à vendre. Et cela reste des compétences essentielles, mais qui sont secondaires
si je n'ai pas fait le travail dont on est en train de parler, toi et moi ici. Qu'est-ce qu'on aime, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui m'anime? Exactement. Et les 5 portes, en ce sens, sont un outil qui n'enferme pas dans une case, mais qui va me permettre de comprendre, par exemple, que je suis animé par le désir de relation avec l'autre. Et donc, si je suis animé par ça, la manière dont je vais faire connaître mon entreprise va être très spécifique. Je ne vais pas la faire connaître de la même manière que quelqu'un qui est animé par le bonheur d'être en paix ou le bonheur d'y voir clair. Et donc, c'est en ce sens qu'on a créé la formation, toi et moi, qui s'appelle donc les 5 portes de l'entrepreneur. Et on a essayé de prendre des problèmes spécifiques de la vie d'un indépendant, d'un travailleur indépendant, comment je me fais connaître, comment je travaille avec une équipe, comment j'organise même ma journée de travail, et de décomposer ça selon la porte qui m'anime. Ce que tu dis est très important parce que c'est clair que tous ceux qui nous écoutent se disent la seule question, c'est les compétences. Moi, je sais que j'ai fondé une école de méditation et je forme les enseignants. Et les enseignants se disent au début, il faut que je travaille, il faut que je construise mon enseignement, il faut que je construise l'enseignement, il faut que je sois précis. Et ils ne pensent qu'à ça. Et c'est clair, on comprend, il y a une sorte de panique, est-ce que j'ai assez de compétences? Et c'est très difficile de dire, mais non, vous vous trompez, vous fonctionnez à l'envers. Ce qui est absolument fondamental, c'est qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous voulez le faire? Qu'est-ce que vous avez vraiment à dire? Et à partir de là, faire le travail technique pour apprendre tout ce que vous avez besoin pour faire votre enseignement, ça sera heureux, ça sera joyeux. Tandis que si vous le faites dans l'autre sens, d'abord j'ai mes compétences, je sais comment je fais mon truc, je sais comment je fais mon dossier, et après je verrai qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je le fais, comment je le fais. Eh bien, vous perdez la tête. Il y a trop de choses, il y a trop d'informations, vous n'arrivez pas à les hiérarchiser, vous mettez une pression de malade. Et donc c'est sûr que c'est contre-intuitif. L'intuition, c'est je maîtrise parfaitement le contenu et le reste, on le verra après. Et ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est tellement, tellement essentiel de renverser cette mécompréhension. Ça change tout. Ça rend tout beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Oui, on est capable, comme on a expliqué dans tout dialogue, les difficultés, la nécessité de plus de précision, elle est naturelle, elle ne pose plus aucun problème. Mais il faut renverser, il faut partir de ce qui nous anime, de ce qu'on aime, de pourquoi on fait la chose. Il faut partir de notre désir et pas de cette technique, parce qu'on n'en fera jamais le tour. Mais oui. Et la conclusion de ça, c'est d'arriver dans un monde où chacun, via sa personne et encore plus via son projet, amène son unicité. C'est ça que je trouve magnifique dans les retours qu'on a sur cette formation, puisqu'il y a plus de 1000 personnes qui l'ont suivi maintenant, c'est qu'on entend des entrepreneurs dire « Maintenant, je vois vraiment quelle est la différence de mon projet. Je vois à quel point il est unique. Il n'y a pas besoin d'innovation technologique. Il n'y a pas besoin d'avoir l'idée du siècle. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc que personne n'a jamais fait. Il y a simplement besoin d'être moi. » Et dans un monde où les travailleurs indépendants, les freelances ont parfois l'impression d'être un parmi des dizaines de milliers, parce qu'ils voient des sites internet où il y a plein de profils qui sont mis en concurrence, les thérapeutes pareil, ils voient sur internet qu'ils ont l'impression d'être un numéro parmi d'autres. Le monde nous donne cette impression. Et bien, en utilisant les 5 portes, on se reconnecte à sa propre puissance et on la diffuse dans son projet. Et toi et moi, on adore prendre en exemple les grands restaurateurs. Et c'est vrai que tu le dis souvent, mais c'est très parlant. Un grand restaurateur, quand on va dans son restaurant ou quand on lit son livre de cuisine, ça ne ressemble à personne d'autre. C'est profondément lui ou elle. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on vient. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi Fabrice. Vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo un lien vers la formation Les 5 portes de l'entrepreneur et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire.